la personne qui vit avec nous, ou toute personne, est-ce qu'elle reste toujours un mystère? Est-ce que dans cette écriture, la vôtre, vous essayez de traduire ce mystère, le fait que finalement on ne connaît jamais vraiment l'autre? Oui, je pense, même dans un couple, même quand on était ensemble pendant 20 ans ou 30 ans, il reste toujours une partie qu'on ne connaît pas, et peut-être c'est même important de garder, chacun de garder ce petit coin dans nous que nous séparons avec personne, partageons avec personne. Mais, et c'est vrai, c'est toujours ce désir de voir tout, de comprendre tout, et en même temps, nous savons tous que c'est pas possible. Alors c'est une sorte de blessure que nous avons, de n'être pas, que ce n'est pas possible de vraiment être avec quelqu'un et de le connaître, de connaître tout. Et vous racontiez aussi dans une interview à Laura Adler que finalement la littérature aussi c'est une manière aussi de, je ne sais pas si c'est vivre ses fantasmes, mais d'intégrer un monde où nos désirs, nos frustrations peuvent être projetés sans qu'ensuite finalement on puisse, je veux dire, le faire concrètement. Et que la littérature aussi est là pour décompresser un peu les idées qu'on peut avoir. Oui, et dans ces questions de projeter, c'est peut-être un endroit où on peut... C'est quelque chose de très privé, la littérature. C'est normalement on lit seul, et on est plus ouvert peut-être quand on lit un livre que quand on est avec une personne. Alors on peut partager peut-être des choses qu'on ne partagerait pas dans une discussion. Et on peut lire un livre ensemble, par exemple. Et j'ai souvent eu des couples qui sont venus chez moi après une lecture, qui ont lu un livre ensemble et qui ont discuté sur ce livre, et peut-être qui ont parlé d'eux-mêmes en parlant de ce livre. C'est une sorte d'aide de se devenir plus proche. Ça serait beau si ça marchait. Alors, dans ce roman et dans les précédents, vous avez une sorte de déclic, de source d'inspiration. Et pour ce roman-là, l'un l'autre, le déclic vous est venu en lisant ou en repensant à une nouvelle d'un auteur, un nouvelliste américain, Nathaniel Hawthorne, dont on va entendre les premières lignes ici, tout d'abord lues par Paul Auster en anglais, et ensuite je vous lirai les quelques lignes en français. In some old magazine or newspaper, I recollect a story, told as truth, of a man, let us call him Wakefield, who absented himself for a long time from his wife. The fact, thus abstractly stated, is not very uncommon, nor, without a proper distinction of circumstances, to be condemned either as naughty or nonsensical. Howbeit, this, though far from the most aggravated, is perhaps the strangest instance on record of marital delinquency, and moreover, as remarkable a freak as may be found in the whole list of human oddities. The wedded couple lived in London. The man, under pretense of going a journey, took lodgings in the next street to his own house, and there, unheard of by his wife or friends, and without the shadow of a reason for such self-banishment, dwelt upwards of 20 years. C'est dans quelques revues ou dans un vieux numéro de journal que j'ai lu cette histoire soi-disant véritable d'un homme, appelons-le Wakefield, qui avait abandonné sa femme pendant de longues années. Ce fait, en lui-même regrettable, n'a rien d'extraordinaire. Cependant, bien que celui dont il est ici question ne soit pas des plus graves, c'est peut-être le plus étrange exemple que l'on puisse rapporter touchant ce genre de délit matrimonial et la manie la plus curieuse dans la liste des bizarreries humaines. Le couple habitait Londres. Un beau jour, sous le prétexte de s'aller promener, le mari prit un logement dans une rue voisine de son domicile légal et, sans l'ombre d'un motif, vécut là, séparé de sa femme et de ses amis pendant plus de 20 ans. Donc je disais, vos textes naissent souvent de textes ou de romans que vous appréciez. Dans 7 ans, par exemple, vous avez un homme qui penche entre une femme à la fois très belle, Sonia, et une femme laide qui s'appelle Ivona, et Ivona étant une référence à la pièce de Gombrowicz. Donc est-ce que vous fonctionnez souvent comme ça, par amour et par la volonté finalement de retravailler un texte et de partir de là? Bon, je dirais pas que je retravaille un texte, mais disons, le texte c'est l'inspiration, oui bien sûr, et souvent quand on lit, je lis beaucoup, non pas trop, mais quand même,
Et des fois, il y a soudain une idée je me dis, ça c'est quelque chose pour moi. Et avec Wakefield, c'était Michael Cunningham, l'auteur américain, qui me l'a donné, qui disait c'est quelque chose pour toi. Et entre-temps, je l'ai donné à Thomas Gonzalez, un ami auteur colombien, quand je savais que lui aussi, ça va lui faire quelque chose. Et il a lu et tout de suite dit, je vais faire quelque chose avec cette histoire. Alors, je crois que c'est souvent que les idées sont toujours là dans la littérature. Et il n'y a presque aucun livre qui n'est pas basé sur l'idée d'un autre qui était avant nous. Même Sumari qui est absent pour 20 ans, ça existe déjà chez Gottfried Keller, que j'ai appris après. Et oui, je crois, les idées, c'est pas le problème dans la littérature. Il y en a assez, et on peut prendre ce qu'on veut. Finalement, c'est ce qu'on fait avec ça. Et là, c'était le problème, que bien sûr, ça ne marche pas que vous vivez dans la rue à côté sans être aperçu pendant 20 ans. Ça marche dans une histoire de 5 pages, car personne ne m'a demandé, mais pour moi, c'est possible. Mais chez moi, finalement, j'ai décidé qu'il part, mais dans la tête, il est toujours avec sa femme. Il n'est pas à côté, mais elle est toujours avec lui, et lui, il est toujours avec elle. Et je pense quand même que ça a changé beaucoup. C'est pas la même chose que chez Hawthorne. D'où le titre en français qui est assez intéressant finalement. L'un l'autre, sans virgule, sans point-virgule, sans rien du tout. C'est-à-dire que dans un même titre, on a finalement les deux personnages de votre roman qui sont en permanence ensemble. Oui, je crois, mais finalement c'était Dominique Pourquoi qui a choisi ça. C'était un problème technique. Quand ma collection de nouvelles s'appelait Seerücken, c'est une région d'où je viens, et on ne pourrait pas traduire ça. Alors ils ont choisi Au-delà du lac. Et après ils ont dit on ne peut pas faire Au-delà du pays maintenant, car c'est trop proche. Alors ils ont dû choisir un autre titre, et finalement c'est Dominique qui a eu l'idée de ce titre. Je trouve que c'est très beau, oui. Ça donne un autre angle sur le texte, mais un bon angle. Vous êtes un écrivain qui travaillait, je trouve, beaucoup sur la texture visuelle, c'est-à-dire c'est toujours une tension, une confrontation entre l'ombre et la lumière. Donc on disait avec le titre, l'un l'autre, et je vais lire un extrait de l'Incipit de l'un l'autre qui est assez admirable, puisque en décrivant de manière très banale, je veux dire, l'extérieur d'une maison, vous vous rendez compte de ce passage chez Thomas entre la lumière et l'ombre, et ce qui reviendra peut-être à la fin du roman, de l'ombre à la lumière. Durant la journée, c'est à peine si l'on distinguait les buissons, séparant le jardin de ceux des voisins. Ils se fondaient dans la verdure environnante, mais quand le soleil déclinait, que les ombres s'allongeaient, on avait l'impression qu'ils formaient un mur de plus en plus infranchissable, jusqu'à ce que la dernière lumière ait enfin disparu, abandonnant aux ombres ce carré de gazon, sombres oubliettes sans plus aucun échappatoire. Il faisait vite frais maintenant mi-août. La fraîcheur, l'humidité semblaient monter du sol, où elles s'étaient retirées pendant les heures ensoleillées, sans pourtant jamais y disparaître complètement. Et on retrouve dans énormément de textes l'importance de cette ombre et de cette lumière. Est-ce que c'est une volonté de rechercher une ambiguïté, ou c'est aussi partir sur des choses très concrètes, très simples, que vous pouvez aussi décrire ?